Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa reçoit Maître Florence Verhaeghe, avocate au barreau de Rouen, certifiée spécialiste en droit de la santé, pour parler des violences obstétricales, des actes de soins mis en cause, ainsi que les attentes des patientes. Bonjour Florence, aujourd'hui on se rencontre pour parler d'un sujet qui est très important dans notre métier de gynécologue obstétricien et dans notre vie de tous les jours, qui sont les violences obstétricales. C'est une notion qui est très très médiatisée, notamment depuis une dizaine d'années. Et j'aimerais tout d'abord qu'on rappelle exactement ce que sont les violences obstétricales. Bonjour Léa, merci de me recevoir et de me faire participer à ce podcast qui en effet est très médiatisé sur les violences obstétricales. Alors, comme tu me le demandes, je vais d'abord rappeler ou tenter de définir les violences obstétricales. Et pour cela, j'ai retrouvé une définition qui nous est livrée par l'Académie nationale de médecine dans un rapport intitulé et publié en 2018 de la bientraitance en obstétrique, la réalité du fonctionnement des maternités. La définition qui est proposée est la suivante. Le vocable de violence obstétricale regroupe tout acte médical, posture, intervention non appropriée ou non consentie. Il recouvre donc non seulement des actes non conformes aux recommandations pour la pratique clinique, mais aussi des actes médicalement justifiés, réalisés sans information préalable et ou sans le consentement de la patiente ou avec une apparente brutalité. Enfin, il s'agit aussi des attitudes, comportements, commentaires ne respectant pas la dignité, la pudeur et l'intimité des femmes sont également cités sous ce terme et rapprochés de la non prise en compte de la douleur pendant et après l'accouchement. Ainsi, tu vois Léa, il y a deux périodes fondamentales dans la prise en charge d'une patiente qu'il faut distinguer, au cours desquelles des violences obstétricales pourraient intervenir. Tu as la prise en charge gynécologique, mais tu as aussi la prise en charge au cours de l'accouchement. Et alors, du coup, quels sont les actes précisément de soins qui sont en cause? À quel moment devons-nous être vigilants? Est-ce que c'est à des moments précis? Oui, alors je pense qu'ils sont identifiables pour vous et finalement il faut avoir cette alerte en tête quand vous recevez votre patient. Donc au cours de la prise en charge gynécologique, il me semble, ou en tout cas j'identifie pour les patientes des moments clés de votre examen, notamment au moment de la palpation des seins, au moment de la pose du spéculum, le toucher vaginal, l'échographie avec une sonde vaginale ou encore un éventuel toucher rectal. Parfois, certaines patientes l'ignorent totalement que des pathologies peuvent conduire à tel ou tel geste. C'est sur ces moments clés de votre examen qu'il faut rechercher un consentement indispensable de votre patiente. Et au cours de ces moments-là, c'est là que le moment critique peut être propice à des interprétations contraires si le consentement n'a pas été recherché. Alors, finalement, il faudrait que à chaque fois que vous envisagez cet examen, vous demandiez à la patiente de vous donner le consentement, un top départ, pour dire je suis d'accord pour que vous procédiez à l'examen, à la palpation. Par exemple, je prends toujours l'exemple de l'échographie avec la sonde vaginale. Pourquoi pas proposer à la patiente finalement de réaliser l'acte elle-même, mais en tout cas de ne jamais considérer qu'une patiente qui se dénude, qui place ses pieds dans l'étrier, c'est un consentement tacite. Il faut vraiment le rechercher oralement. Alors, il y a la question effectivement qui revient de rechercher un consentement oral ou écrit. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est brûlant à l'heure actuelle et en effet, on pourrait solliciter un consentement écrit si nécessaire, peut-être dans les cas où vous sentez justement cette ambiguïté de la patiente. Ensuite, j'identifiais dans la définition livrée par l'Académie nationale de médecine
des risques de violence obstétricale au cours de la prise en charge obstétricale en tant que telle. Alors attention, tout ce que j'évoque ne concerne pas les cas d'urgence. Donc à vous d'arbitrer selon l'urgence. En tout cas, toujours ce maître mot d'informer votre patiente des gestes que vous allez réaliser au cours de l'accouchement. J'ai quelques exemples à vous livrer. Si vous envisagez de réaliser un décollement des membranes, une épisiotomie ou une absence d'épisiotomie, on sait aussi que c'est discutable et discuté, ou encore la réalisation d'une expression abdominale. Alors, vigilance quand je parle de décollement des membranes et réalisation d'une expression abdominale, parce que, vous le savez, ce sont des pratiques qui sont très encadrées par la Haute Autorité de Santé, et aussi à vous de juger de l'opportunité de ce geste. Quoi qu'il en soit, quand vous décidez de le réaliser, il faut informer la patiente. J'ai en tête le cas d'une patiente qui est venue me consulter et qui m'a évoqué des faits qui l'ont vraiment traumatisée. Elle arrive à la maternité, elle est à terme, il n'y a pas d'urgence. C'était le rendez-vous donné à défaut d'accouchement avant cette date. La patiente est examinée par le gynécologue obstétricien au sein de la maternité et il procède à un décollement membranaire sans l'informer. Elle souffre terriblement, son mari est à côté, ne comprend pas ce qui se passe parce qu'elle pousse un cri, elle a eu très mal, elle demande qu'est-ce qui s'est passé l'accouchement ira de catastrophe en catastrophe, mais tout se passe bien, la naissance finit par arriver, et malheureusement, vous avez une patiente qui a été totalement traumatisée par ce décollement membranaire extrêmement douloureux. Et ce qu'elle reproche au gynécologue obstétricien, c'est finalement la brutalité, et vous retombez dans cette définition qui est rappelée par l'Académie nationale des médecins, c'est la brutalité. Et la brutalité, elle est due à l'absence d'information et de consentement. Le gynécologue qui, avant de réaliser le décollement membranaire, explique son geste, parce que d'ailleurs, pourquoi ce geste a été réalisé? Il n'est pas anodin, ce geste. On le fait pas, c'est pas classique dans la prise en charge de décoller les membranes d'une patiente. Donc, pourquoi ce geste a été réalisé? Dans quel but? Et puis prévenir éventuellement que ce geste peut être douloureux. Et ce gynécologue, même si on est sur un traumatisme psychologique, moi j'ai une cliente qui souhaite saisir l'ordre des médecins pour obtenir des explications et puis pour faire prendre conscience à ce médecin que la pratique, elle n'est pas conforme et qu'elle a terriblement blessé. Donc vraiment, toujours, et c'est un peu le fil rouge, je pense, de ce podcast, c'est l'information et le consentement à rechercher dans votre prise en charge. Vous parliez tout à l'heure de l'épisiotomie. Il y a certains obstétriciens qui, eux, se sont retrouvés en difficulté face au recueil du consentement dans des situations d'urgence où il y a déjà beaucoup de choses à faire en peu de temps. Et puis même si les indications, elles se font rares, la question, elle se pose en plein cœur d'un moment qui est intense, de vulnérabilité pour la patiente, parfois urgent. Et donc, certains se posent la question de la possibilité de recueillir ce consentement, et si oui, même de son caractère libre et éclairé. Alors, c'est un vrai sujet qui revient très souvent en expertise médico-légale. D'abord parce que c'est une appréciation subjective que vous devez opérer. C'est à vous de juger ou pas de la nécessité. Puis alors en plus, vous êtes confronté parfois à l'ambivalence aussi de la patiente parce que certaines veulent à tout prix laisser faire la nature, quand d'autres veulent à tout prix une épisiotomie. Donc en plus, vous devez vous adapter aux différents profils, donc c'est extrêmement compliqué. Conjugué à l'urgence, en effet, il me semble compliqué, comme vous l'avez dit, de recueillir un consentement libre, éclairé, ce d'autant plus que c'est quand même un moment particulièrement compliqué pour la patiente. Et en effet, moi-même, je doute d'un consentement éclairé. Pourquoi pas dans ce cas
lorsque vous arrivez en chambre, parce que généralement, quand même, quand l'obstétricien intervient, c'est que l'accouchement se complique et qu'une intervention est nécessaire. Pourquoi pas, dès votre arrivée, l'évoquer de cette nécessité ou pas, et recueillir le consentement de la patiente sans être mis sur le fait accompli. Ça me paraît quelque chose de difficile à aborder d'entrée de jeu si on ne sait pas si on va la réaliser. Et puis, si on arrive en chambre, il y a d'autres choses qu'on doit gérer avant le recueil du consentement. C'est vraiment une notion qui me paraît compliquée dans certains cas, elle est facile à aborder et d'autres cas, ça peut être, je trouve, très compliqué. Au décours de l'accouchement, c'est très compliqué. C'est pour ça aussi que moi, j'invite toujours, quand j'échange avec les jeunes gynécologues, la préparation à l'accouchement, elle est aussi faite pour ça. Et inciter vos patientes à les faire, à les entendre, à les écouter, parce que si c'est entendu au cours de la préparation à l'accouchement, et bien si ça doit se passer au cours de l'accouchement, elles sont préparées. Et je crois qu'à partir du moment où vous avez une patiente qui est préparée et qui l'a entendu, vous pouvez vous prémunir de beaucoup de revendications. Et si par exemple la patiente refuse à ce moment-là, est-ce qu'on est obligé, Alors refuse quoi? Refuse l'épisiotomie? Si elle refuse l'épisiotomie. C'est très compliqué. Honnêtement, là, c'est une question qui est pas tranchée. Mais toujours prévenir, en fait. Voilà, madame, ce que je vais faire. Si vous en avez le temps et si vous êtes c'est vrai que vous êtes toujours, au cours d'un accouchement, on est toujours sur le fil de l'urgence, hein. On est quand même dans une spécialité où vous êtes tout spécialement toujours un peu dans l'urgence. Donc, c'est vraiment un arbitrage qui est compliqué à faire. C'est pour ça qu'elle est compliquée comme spécialité aussi. C'est que il faut, si vous en avez le temps, informer et rechercher le consentement, mais à minima informer, toujours informer. C'est vraiment le maître mot. Et donc, quelles sont les demandes des patientes qui sont victimes de violences obstétricales? Alors attention Léa, on est toujours dans le cadre des violences obstétricales, d'accord? Je parle vraiment des demandes des patientes qui s'estiment victimes de violences obstétricales. Le plus souvent, la demande initiale, c'est une demande d'explication. Et si elles arrivent dans mon cabinet, c'est qu'elles n'ont pas eu les explications et que le conflit n'a pas été désamorcé, il n'y a pas eu d'échange serein, il n'y a pas eu de jugement. Et c'est souvent quand c'est un échec de communication que des patientes sont amenées à me consulter. C'est pour ça que là, je vous donne des conseils pour éviter finalement des dérives et des saisines qui pourraient paraître parfois injustifiées. C'est toujours chercher la communication, l'échange, ne pas fuir la chambre de votre patiente si vous sentez qu'il y a une tension autour du geste qui a été réalisé et expliquer pourquoi il a été réalisé et surtout ne pas la juger. Ne pas. Souvent, elles ont le sentiment ah mais il m'a prise pour une chochotte. Non, surtout pas de jugement, aucun jugement parce que la douleur c'est tout à fait subjectif. Chaque femme réagit avec sa propre sensibilité et pas sensiblerie. Et si vous arrivez à discuter sereinement, je suis certaine que beaucoup de conflits peuvent être désamorcés. Mais bien au-delà, finalement, quand je suis saisie de demandes des patientes, c'est qu'il y a malheureusement des séquelles psychiques, parfois importantes, et des séquelles physiques. Et elles se disent, compte tenu de mon état actuel, ensuite des violences commises, potentiellement commises, je dois agir. Et là, c'est vrai qu'il y a... on a parlé d'hypermédiatisation au début de notre échange. Ce qui est hyper médiatisé, c'est souvent la voie pénale qui est choisie par les victimes, mais c'est pourtant pas la plus fréquente. Mais pourtant, elle est très médiatisée et c'est souvent vous, praticiens, ce que vous avez en tête, c'est la voie pénale, c'est-à-dire une saisine
du pénal et un procureur de la République qui se saisit des violences dénoncées. Et c'est là l'importance de tout ce qu'on a dit avant dans cet échange, c'est que si le consentement a été recherché, retrouvé, vous n'encourez pas les qualifications d'agression sexuelle ou de viol, parce que ce sont là les qualifications qui sont recherchées par un procureur de la République, c'est le viol ou l'agression sexuelle. Et si le consentement a été recherché, retrouvé, ces qualifications ne tiendront pas. Mais il faut vraiment vous dire que ce sont des voies qui ne sont pas privilégiées par les patientes, ou en tout cas, celles qui arrivent dans mon cabinet, ce n'est pas les procédures qui d'emblée, instinctivement, me viennent en tête et sont proposées. Ce qu'on propose le plus souvent à une patiente qui pense avoir été victime ou qui a été victime de violences obstétricales, c'est soit la voie ordinale, quand il n'y a pas de souhait indemnitaire, c'est-à-dire que la démarche, elle est tout à fait dans la volonté de faire comprendre aux praticiens qu'il y a une blessure profonde qui est en cause ensuite du geste réalisé. Et aussi, bien souvent, certaines patientes puis clientes à mon cabinet ont une vraie volonté d'éviter que le geste soit réalisé à nouveau de cette manière. Donc là, vous avez une démarche qui est positive, tout à fait personnelle de la part de la patiente qui veut des explications, qui veut pas que ça se réitère sur une autre patiente parce qu'elle est traumatisée, et elle veut faire évoluer les pratiques. Dans ces cas-là, la voie ordinale, elle est tout à fait indiquée, me semble-t-il, c'est-à-dire que l'avocat saisit l'ordre des médecins. Alors attention, quand vous exercez au sein d'un centre hospitalier, il n'y a pas de saisine directe possible de l'ordre des médecins. Voilà, donc vous ne pourrez pas directement être mis en cause par une patiente devant l'ordre des médecins si vous êtes praticien hospitalier. C'est une décision qui appartient à l'ordre des médecins, qui est informé par la patiente, qui décidera ou pas de poursuivre le praticien. En revanche, si vous exercez à titre libéral, là, une saisine directe de l'ordre des médecins est réalisée. Et c'est la chambre disciplinaire qui décidera si une sanction doit être prononcée à l'égard du praticien. Là encore, je rappelle que la chambre disciplinaire n'a pas dans ses attributions de pouvoir indemniser une patiente qui s'estime victime. Ensuite, il y a une troisième voie qui peut être décidée par une patiente victime de violences obstétricales, c'est la voie civile. Et avec ce fameux passage, et on en parlera dans un autre interview, avec un passage obligatoire par l'expertise médico-légale. Et cette orientation stratégique, elle est préférée quand il y a des séquelles physiques et psychiques graves, avec une nécessité d'obtenir une indemnisation civile, donc une indemnisation financière. Et là, j'ai cet exemple qui me vient en tête d'une patiente. Alors, je sais que c'est une pratique qui n'existe plus ou qui ne devrait plus exister dans les maternités. Cependant, une expression abdominale a été réalisée sans information, de manière très brutale, avant même toute tentative d'extraction instrumentale. Là, il y a ce qu'on appelle, en tout cas ce que les experts ont qualifié d'expulsion en bouchon de champagne, et la patiente souffre alors d'un périnée complet et d'atteinte pudendale. Elle est lourdement handicapée dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle, et là, en effet, vous avez une nécessité d'obtenir une indemnisation. C'est pourquoi on préfère la voie civile ou administrative en fonction du statut du praticien. Et donc, si on devait faire passer un message à nos collègues en gynécologues obstétriciens en formation ou en pratique, quel serait-il ? Finalement, ce message, il serait de deux ordres. Je crois que je l'ai beaucoup répété. Le fil rouge, c'est l'information, le consentement, mais aussi, vous devez avoir en tête, vous les gynécologues, qu'un examen gynécologique n'est jamais obligatoire.
Et on le dit souvent aux patientes d'ailleurs, mais c'est une affirmation qui est toute réciproque. Et je pense qu'en présence d'ambiguïté, de doute de la part de la patiente et en l'absence d'urgence de la situation, laissez-vous l'opportunité de refuser de pratiquer le geste ou de remettre le geste à plus tard, ou bien encore adresser votre patiente à un confrère. Merci beaucoup, Maître Verhaeghe, pour toutes ces précisions et cette information sur ce sujet très important dans notre profession. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.